Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 13 mai 2023. Cette semaine, la France prépare une grosse loi sur le numérique. Une vingtaine de mesures pour rendre Internet plus sûr. On verra ça avec Lisa de Bernard. On va s'intéresser aussi aux annonces de Google, avec notamment l'intelligence artificielle Bard qui commence à être accessible au grand public, mais pas pour tout le monde. On va revenir sur une marque mythique de l'histoire de la tech, BlackBerry, à l'occasion de la sortie d'un film qui raconte l'aventure de cette entreprise canadienne. On en parlera avec mon ami le podcasteur québécois Bruno Guglielminetti. Et puis du passé, on passera au futur, mais en restant au Canada avec les conférences TED qui avaient lieu récemment à Vancouver. Il était beaucoup question d'IA, compte rendu avec Julien Villeray d'EDF qui était présent sur place. Enfin, vous découvrirez une application un peu comme TikTok, mais pour l'actualité, destinée aux jeunes, un nouveau média, une innovation française, ça s'appelle Sven, son créateur est mon invité. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 88. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu enrhumé, désolé pour cette voix à la Robocop. Monde Numérique ne change pas pour autant. Chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews consacrées au meilleur de la tech, parfois aussi au pire. Si vous êtes de retour de vacances, il y a plein d'épisodes de Monde Numérique à rattraper, ça devrait vous intéresser. Vous pouvez aussi écouter la web radio sur le site mondenumérique.info. Que vous soyez un pro de la tech ou un simple curieux, cette émission est faite pour vous. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est bien sûr avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Et on commence avec un plan du gouvernement pour sécuriser Internet. Vaste programme. Il a été présenté cette semaine, ce plan. Il comprend une vingtaine de mesures pour tenter de rendre Internet plus sûr. Et oui, qui n'a jamais reçu un faux SMS de la sécurité sociale ou été confronté de près ou de loin au cyberharcèlement? Alors ce texte du gouvernement, il ne sort pas de nulle part puisqu'il se base sur la nouvelle réglementation européenne sur le numérique avec la récente adoption du DSA, le Digital Services Act, et du DMA, le Digital Markets Act. Des textes qui sont supposés mettre fin aux abus des grandes plateformes en matière de droits des consommateurs et du droit à la concurrence. Globalement, l'idée de cette proposition de loi est de protéger les publics les moins avertis des escroqueries en ligne, par exemple avec un filtre anti-arnaque. Alors ça paraît une bonne idée ce filtre anti-arnaque quand on sait qu'un Français sur deux aurait déjà été confronté à une tentative d'escroquerie par mail ou par SMS notamment. Mais concrètement, explique-nous comment ça doit fonctionner. Eh bien, ce serait un message d'avertissement, probablement sous la forme de pop-up, qui s'afficherait lorsque l'internaute se trouverait en présence d'un site web, d'un mail ou même d'un SMS malveillant. Et pour ce faire, une liste noire des sites dangereux devrait être établie par les opérateurs et actualisée régulièrement grâce au signalement. Une liste dont la CNIL sera la bergère bienveillante. En ligne de mire, eh bien, on a les JO 2024 propices à de nombreuses arnaques qui sont déjà à l'œuvre, d'ailleurs, avec la vente de milliers de faux billets. Une version test du dispositif sera déployée en septembre prochain à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Alors il faut préciser que cette idée de filtre anti-arnaque est quand même déjà critiquée par des spécialistes parce que, alors c'est vrai que les listes noires c'est forcément imparfait, un site bloqué peut réapparaître très rapidement sous un autre nom, mais bon c'est peut-être déjà un premier pas. En tout cas Lisa, ce n'est pas la seule mesure du plan. Effectivement, sont également visés les propos haineux en ligne avec, en plus de l'amende déjà existante, la création d'une peine de bannissement pour les cyberharceleurs et autres personnes malveillantes sur le web. Diffusion d'images violentes, pédopornographie, provocation à l'apologie du terrorisme, homophobie, transphobie ou encore négationnisme. Le panel est large et alors les auteurs se verraient bloquer l'accès aux plateformes sur une période allant de 6 mois à 1 an. En revanche, le grand point d'interrogation, et c'est ce qui rend cette proposition critiquable, c'est quid de la création de nouveaux comptes? Eh bien, ce sont les plateformes qui s'y colleront. Régulation oblige, sous peine de se voir infliger jusqu'à 75 000 € d'amende. Le dispositif est pourtant encore extrêmement flou à ce stade, le mail ou le numéro de téléphone étant facilement contournable quand l'adresse IP pourrait pénaliser un foyer entier. Enfin, dans le cadre de cette proposition, l'ARCOM, l'autorité de régulation du numérique et des télécoms, verra ses pouvoirs renforcés pour agir plus rapidement, cette fois-ci du côté des sites pornographiques accessibles aux mineurs, afin d'accélérer la mise en place des sanctions à l'égard de ces plateformes. Bon, on verra si tout cela se révèle efficace ou pas.
Encore un mot dans un registre un petit peu différent. L'intelligence artificielle va faire son entrée dans les maisons France Service. Oui, à partir de septembre prochain, 200 agents de France Service vont tester une sorte de chat GPT de l'administration. Le but est bien aider à répondre rapidement aux questions des usagers. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des démarches administratives. La confidentialité des données sera garantie et un premier plan bilan sera réalisé en février 2024. C'est pas mal ça. C'est vrai que finalement le principal intérêt d'un chatbot, c'est quand même de trouver facilement de l'information. C'est plus facile que d'aller fouiller sur Google. D'ailleurs, Google l'a bien compris. Google, justement, il mise plus que jamais sur l'intelligence artificielle. Le géant américain a dévoilé cette semaine une batterie de nouveaux services à base d'IA. C'était lors de la keynote d'ouverture, de la conférence Google I.O. Alors, plein de services, ça va de la rédaction automatique d'emails, c'est impressionnant, à la retouche photo, mais de la retouche photo hyper sophistiquée. Je vous invite d'ailleurs à écouter le résumé de ces annonces dans l'épisode bonus de Monde Numérique daté du 11 mai. Mais parmi les annonces, Lisa, il faut noter surtout l'évolution de Google Bard, le moteur de recherche boosté à l'IA. Oui, alors tout d'abord, Bard va désormais s'appuyer sur la nouvelle génération de son modèle de langage avancé, Palm 2. Il est divisé en 4 variantes, répondant chacune à des besoins bien spécifiques. Et d'ailleurs, ils ont été gratifiés de petits noms très mignons, gecko, loutre, bison et licorne pour la version la plus avancée. Voilà, on se refuse rien chez Google. Plus sérieusement, Palm 2 se veut ultra performant avec par exemple des connaissances avancées en mathématiques et en médecine qui lui permettraient par exemple de décrypter une radiographie. La vie des développeurs sera également simplifiée avec la possibilité de déboguer plusieurs lignes de code et pourquoi pas, par la suite, de traduire les commentaires en coréen. Et oui, puisque Google, c'est mondial. L'un des piliers de la stratégie du groupe américain, on le voit bien, c'est l'intégration de Bard dans tout l'écosystème de la marque. Oui, et avec cette annonce, les possibilités semblent infinies, Jérôme. Couplé à Search, Bard pourra bientôt associer des images à ses recherches, quand Lens permettra d'analyser et de comprendre des images afin de les intégrer à une demande. Google Doc et Gmail ne sont pas en reste, puisque l'export de résultats devrait être fluidifié. Google Maps ne sera pas oublié non plus. Pour faciliter la vie des utilisateurs en fonction de leurs besoins, sont également envisagées dans les mois à venir l'intégration de la suite Adobe ou d'extensions comme celle du site de voyage Kayak ou de l'application de shopping Instacart. Une liste de nouveautés non exhaustives bien sûr, mais dont vous l'aurez compris, le maître mot est l'interconnectivité. Ouais, puis Bard, en plus, l'avantage, c'est que, contrairement à ChatGPT, par exemple, il sera capable de reconnaître les commandes vocales. Ça, ce n'est pas rien. Bard, qui devrait, espérons-le, s'être amélioré depuis sa première présentation, qui était catastrophique, on s'en souvient. Donc, Bard arrive, il se déploie, mais malheureusement, pas tout de suite pour tout le monde. Le bon point, c'est qu'il n'y a plus de liste d'attente et que le service devient disponible immédiatement dans 180 pays, notamment en version anglaise, japonaise ou coréenne. En revanche, la France semble être la grande oubliée de l'histoire puisqu'il est toujours impossible d'utiliser Bard depuis chez nous et encore moins en français. On va attendre encore. En fait, le souci, c'est probablement la réglementation européenne qui empêche pour l'instant Google de déployer ça en Europe, dans aucun pays d'Europe d'ailleurs. Bon, en tout cas, si vous êtes un peu comme moi perdu dans tous les cycles de Google en ce moment, tiens, un petit récap. Donc Bard, c'est le chatbot équivalent de ChatGPT, mais connecté à Google Search. Palm, c'est le modèle d'IA qui fait tourner Bard. C'est PALM, ça veut dire Pathways Language Model. Et Lambda, ça c'était l'ancien modèle de langage conversationnel, donc l'ancêtre de Bard en quelque sorte. Et on termine, Lisa, avec Twitter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles de Twitter. Eh bien, le réseau social d'Elon Musk multiplie lui aussi les nouveautés pour tenter de séduire les abonnés. Avec l'ajout d'une fonctionnalité, les appels audio et vidéo, il s'agit de faire face à ses concurrents, Instagram et Facebook notamment, qui proposent déjà des fonctionnalités similaires. Elon Musk a annoncé cette semaine qu'il serait bientôt possible d'appeler n'importe qui dans le monde directement depuis la plateforme. Il a également évoqué la mise en place à venir, sans préciser de date, de messages cryptés et de moyens de paiement. Rien de trop révolutionnaire dans les faits, mais c'est un nouveau pas pour le milliardaire qui a affiché dès son rachat sa volonté de faire de Twitter une sorte de super app à tout faire. Voilà, et Twitter qui devrait avoir un nouveau PDG bientôt, en tout cas Elon Musk l'a annoncé. Il va passer la main dans 6 semaines, dit-il.
Son remplaçant pourrait être une remplaçante. À l'heure où on enregistre cette émission, il pourrait s'agir de Linda Yaccarino, qui est actuellement responsable de la publicité et des partenariats du groupe média NBC Universal. Voilà, merci Lisa de Bernard pour l'actu tech de la semaine. Merci Jérôme, à la semaine prochaine. Allez, encore une petite news cette semaine, c'est ChatGPT, le chatbot de la société OpenAI, qui pourrait bien connaître ses premiers déboires. Je vous en parle dans la version premium de Monde Numérique l'Hebdo sur Apple Podcast. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, c'est une news que j'ai repérée sur le site Futura. Des chercheurs auraient mis au point une batterie comestible, une batterie qui se mange, ou en tout cas qui peut s'avaler sans danger pour l'organisme. Il s'agit de chercheurs italiens de l'Institut italien de technologie qui ont mis ça au point avec le soutien du Conseil européen de la recherche. C'est une petite batterie minuscule composée à base de produits qui viendraient quasiment de la vie de tous les jours. Alors il y aurait de la riboflavine, c'est-à-dire de la vitamine B2 utilisée pour l'anode de la batterie, de la quercétine que l'on trouve notamment dans les câpres et qui serait utilisé pour la cathode, le tout associé à des algues en guise de séparateur et encapsulé dans de la cire d'abeille avec un soupçon de feuilles d'or. Ça ne gâche rien, ça fait luxe, mais c'est surtout pour assurer les contacts. Donc tout ça peut s'avaler et c'est pas grave. Alors on ne sait pas quel goût ça a, pas sûr que ça ressemble vraiment à de la pizza. Quel intérêt ? Eh bien, cela pourrait permettre de créer des micro-batteries pour, par exemple, des dispositifs médicaux électroniques miniaturisés que l'on pourrait ingérer. Ce serait beaucoup moins invasif que, par exemple, de passer sous le bistouri d'un chirurgien. Autre avantage, ce ne serait pas dangereux pour les enfants. Et ça, c'est pas rien, puisqu'on sait que régulièrement, il y a des accidents, malheureusement, d'enfants qui avalent des petites piles, les minuscules, les piles boutons, et qui, c'est devenu vraiment, c'est extrêmement dangereux pour les plus jeunes. Bon, pour l'instant, cette pile qui peut se manger est encore un prototype. Elle n'est pas très puissante. Elle permettrait d'émettre une tension de 0,65 volts. C'est faible, mais parce que ça, c'est pas dangereux pour les humains. Mais ça pourrait monter jusqu'à un courant de 48 ampères, toujours selon le site Futura, pendant une douzaine de minutes. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à inventer d'autres composants ingérables, qu'on pourra ingérer donc pour fabriquer peut-être l'électronique digérable de demain. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description de cet épisode. Monde numérique, le meilleur de la tech. On va passer aux interviews de Monde Numérique. Cette semaine, on va laisser un peu de côté l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est passionnant, il y aura encore plein de choses à dire. Mais là, allez, on va s'aérer l'esprit et passer à autre chose. Je vous emmène au Canada, parce qu'il y a une double actualité canadienne en ce moment. D'une part, les conférences TED qui se sont tenues récemment à Vancouver. On va en parler tout à l'heure avec Julien Villeray d'EDF. Bon, en réalité, ce sera encore l'occasion de parler un peu d'intelligence artificielle. Mais avant cela, un film et surtout une histoire sont à la une. L'histoire d'une marque mythique qui a bercé la jeunesse de toute une génération. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un BlackBerry. Oh. Essayez d'écrire avec les pouces. J'en veux un dans les mains de tous les cadres des grandes compagnies que vous pouvez trouver. On les appelle Crackberry. Il y a presque 40 ans, en mars 1984, une petite entreprise canadienne voit le jour. Elle lancera 15 ans plus tard un appareil révolutionnaire, le BlackBerry. Un film retrace cette aventure, l'histoire de la société RIM, Research in Motion, et l'aventure du BlackBerry. Le film n'est pas disponible en France à ce jour, mais il sort ce week-end au Canada. Pour en parler, j'ai appelé mon camarade Bruno de Montréal. Bonjour Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme. Je suis ravi de te retrouver. Bruno, animateur du podcast Mon Carnet. On va parler de BlackBerry. Et BlackBerry, c'est une entreprise canadienne. Une fierté canadienne. Une fierté canadienne, voilà. Donc tu es canadien. Et en plus, toi, tu as vu le film qui est disponible chez vous, mais qui ne l'est pas chez nous pour l'instant. On va parler du film, mais juste avant,
Allez, un petit peu de nostalgie, Bruno. Ça a été un phénomène planétaire, ce BlackBerry. Ah ouais. Il faut se replonger dans la fin des années 80. Et il y a une entreprise canadienne en Ontario, dans le sud de l'Ontario, où on fait pousser des fruits. Là. C'est juste avant la vallée du Niagara, donc ça va placer la région dans la tête des gens. Et il y a une entreprise qui s'appelle Research and Motion. Cette entreprise-là, ils font un genre d'appareil. Ils ont un concept. Ils n'ont pas encore l'appareil, mais ils ont en tête l'idée d'un assistant personnel qu'on pourrait également brancher au circuit téléphonique pour utiliser cette bande passante qui est là, qui existe. Parce que qui vient d'arriver. Oui, parce que les téléphones cellulaires le réseau cellulaire était déjà là, mais encore très peu utilisé. C'était uniquement pour les conversations téléphoniques. Et là, eux se disent, ouais, mais pourquoi on n'utilise pas le reste de la bande passante, déjà de parler de bande passante quand même, pour échanger du data. Et puis, c'est là-dedans qu'ils s'avancent. Ils ont rencontré un paquet d'entreprises et d'investisseurs et il n'y avait pas d'intérêt. Puis, à un moment donné, ils tombent sur un bonhomme qui avait énormément de caractère et qui, lui, se fait foutre de son entreprise parce qu'il a vraiment trop de caractère. Et puis, c'est quelqu'un à qui ils ont présenté le produit et il va lui dire, écoutez, je vais devenir le patron de votre entreprise. Alors, je veux 50% des parts et puis je deviens le CEO de votre entreprise. Heureusement, ils ont négocié un peu. Il a été cherché, je pense, qu'une 30%, mais il est devenu le grand patron. Donc, c'est Mike Lazaridis, c'est ça? Exactement. Et puis, donc, il devient le grand patron et puis l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Alors, à l'époque, on sort plonge à ce moment-là, on est dans un monde où, en fait de petits appareils, il existe les téléphones cellulaires primaires, mais parallèlement à ça, il existe les assistants personnels. Et un des gros joueurs là-dedans, c'est Palm, P-A-L-M, qui mène vraiment le domaine. Et eux ont presque tout le marché. Il y a Microsoft. Avec le Palm Pilot. Exactement. Puis il y a Microsoft sur le côté qui essaye avec ses systèmes de Windows Mobile, là, oui, qui avait tout compris. Des menus grands comme une tête d'épingle sur lesquels il fallait cliquer avec une épingle, ou presque un stylet. C'était hasardeux. Et donc, c'est ça. Bien Alors sûr. là, on se retrouve dans ce contexte-là. Et donc, eux, ils arrivent en disant, ouais, mais nous, on a quelque chose de mieux. Évidemment, ils vont pas dire ça à Palm Pilot, mais ils vont dire ça aux compagnies de téléphone qui détiennent les réseaux, qui détiennent le nerf de la guerre en disant, nous, ce qu'on a, c'est un assistant personnel, mais qui fait aussi téléphone. Et à partir de ce moment-là, va s'enclencher, ils vont avoir un gros client aux États-Unis, puis il va s'enclencher après la popularité de cet appareil-là. Ça a fonctionné très, très bien pendant des années. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce qui est venu changer. Et puis, le secret, c'est important de le dire parce que c'est un signe distinctif de l'appareil, c'était le fameux clavier tactile. Oui, avec des touches. Oui, et c'est là où mécaniques. les gens prenaient à utiliser leur pouce pour faire autre chose que pour faire de l'autostop à cette époque-là. Et c'était donc de prendre les doigts et d'écrire son message comme ça. Là, on a l'air fin parce que tout le monde a appris ça là depuis. C'est presque dans l'ADN des humains d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas naturel. Et là, on utilisait nos deux pouces puis on écrivait des textes. Et ça, ça a fait la pluie et le beau jour pendant longtemps. Puis un jour est arrivé un appareil. Steve Jobs a présenté l'iPhone. Et là, ça a été assez bouleversant chez Research and Motion, qui d'ailleurs à partir de ce moment-là s'appelait BlackBerry. Et puis ils ont dit nous on doit réagir à ça. Alors ils ont fait disparaître le clavier, mais ça n'a pas marché parce que les fidèles voulaient avoir le clavier. Alors ils ont ramené le clavier. Et puis mais malheureusement dans l'histoire là, c'est que la volonté des usagers a été plus forte que la volonté des administrateurs de réseau d'entreprises et tranquillement pas vite, les gens à l'interne de différentes entreprises et même des gouvernements, des administrations publiques ont dit non, nous on va avoir un iPhone, et c'est moi qui rajoute, c'est plus cool. Et donc, tranquillement pas vite, BlackBerry a disparu des listes de commandes et puis à un moment donné, c'est carrément disparu. Mais le BlackBerry, et je suis sûr que tu t'en souviens comme moi, alors la particularité, c'était donc ce clavier à touche et aussi quelque chose qui n'existait pas encore sur les autres mobiles, c'était ce qu'on appelait le push mail, c'est-à-dire qu'on recevait ces mails sans avoir rien à faire. Et on était notifié. Et ce qui est assez innovateur, c'est que très rapidement, eux, ils ont encrypté leur messagerie. Et donc, ça faisait partie de cette magie-là. Et c'est pour ça que les administrations publiques, tous les politiciens et les grands banquiers, les grands financiers adoraient cette affaire-là parce que
personne, à part de son interlocuteur, arrivait à capturer et à comprendre la messagerie qui s'échangeait, alors que le courriel, lui, était transparent comme une carte postale à cette époque-là. Oui. Donc, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a énormément de pièces à conviction dans de nombreux procès qui sont des messages envoyés par BlackBerry et il est impossible de les décoder. Alors, et ça, c'est anecdotique, mais c'est important à dire. Et il y avait autre chose, le fameux BBM, le BlackBerry Messenger. Et ça, c'était un carton auprès des plus jeunes. Oui, ben c'est l'ancêtre des messageries actuelles qu'on connaît, et puis ça permettait... Et d'ailleurs, c'est ça, la BlackBerry, à un moment donné, parce qu'ils sont vraiment concentrés dans le marché des sérieux, là, des cols blancs avec du monde financier et des gouvernements, mais à un moment donné, ils ont vu que, justement, il y avait un marché qui était intéressé. Ils ont un peu rajeuni leur appareil, mais bon, évidemment, quand l'iPhone est arrivé, ça a pris le bord tout a volé en éclats. Ça a été, ça a été un psychodrame. Hein. Ouais. Mais il y avait les accros qu'on appelait les crackberries. Oui. Même, Ah oui, puis il y avait, et c'est là qu'on a vu les premiers problèmes de dépendance au téléphone. Et tu sais, aujourd'hui, bon, on en parle puis presque avec un sourire, même si c'est un grand problème. Les gens qui passent vraiment leur vie le nez dans leur téléphone. Et c'est vraiment à partir du BlackBerry qu'on a commencé à avoir ces ennuis-là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, il faut vous imaginer un beeper, téléphone cellulaire et une messagerie électronique dans un seul appareil. Il y a un signal gratuit d'Internet sans fil disponible à travers l'Amérique du Nord et personne n'a trouvé une façon de s'en servir. Vous voyez, c'est comme la force. Alors, Bruno Guglielminetti, ce film BlackBerry retrace donc toute l'aventure, la naissance de la société, des premiers produits, etc. Je l'ai dit, il n'est pas disponible en France. En revanche, il est disponible chez toi au Canada. Tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses? Que vous devriez vous acheter un billet d'avion. Ah, faut pas me tenter parce que je vais bientôt venir te voir, justement, Bruno. On en reparlera. On espérait que le film est encore à l'affiche à ce moment-là. Mais plus sérieusement, oui, si vous avez l'occasion de... Un peu comme... ça m'a fait penser au biopic de Steve Jobs, celui sur Mark Zuckerberg. On est dans la même veine. Hein? C'est vraiment une époque, fin des années 80, début 90. C'est le boom de la technologie, l'époque des startups. Si vous avez connu cette époque-là ou si vous êtes de cette époque-là, ça va vous faire sourire parce que c'est des beaux moments, on sent l'effervescence et le réalisateur arrive à bien capter cette affaire-là et à bien reproduire ça à l'écran. Puis bon, ben pour ceux qui n'ont pas connu ça, ben il va y avoir énormément de sourires aussi, mais un peu parce qu'ils vont en rire. Il y a beaucoup de caricatures de l'époque, mais c'est là et c'est ça s'est passé comme ça. Mais sinon, un peu comme le biopic de Steve Jobs et celui de Mark Zuckerberg, évidemment, on peut pas faire tenir en 1h30 des années et des années. Alors, il y a des choix éditoriaux qui ont été faits. Donc, il manque des choses, il y a des raccourcis? Exactement, il y a des raccourcis, il y a de la caricature de personnages. Par exemple, le grand patron, le PDG de Lazarus, il avait un caractère et il a toujours un caractère, mais dans le film, c'est affreux parce que du moment qu'il y a un vieux téléphone traditionnel dans les mains, il est toujours en train de le détruire. Et il le lance, il le frappe sur des structures. Donc, c'était vraiment, dans le film, c'est un personnage colérique, mais presque dangereux, là. Tu veux pas être à lui à 1 mètre de près. Dans la vie, c'était moins pire que ça. Et puis aussi, il y a toute l'équipe qui est autour de ça, c'est un peu romancé, évidemment, pour que ce soit agréable à passer. Mais essentiellement, l'histoire, elle est là. Et l'ADN du BlackBerry, il est là. Et c'est là qu'on sent le cheminement d'entrepreneurs avec des échecs, avec des barrières, mais on les sent toujours avancer. Puis, je vous dis pas la fin. De toute façon, la fin, on sait que ça a été la mort de l'appareil. On a une petite idée quand même. Mais la scène finale, la scène de la fin, là, ça vous prend un peu au cœur. Ah oui? Ouais. Merci beaucoup Bruno Guglielminetti. On te retrouve évidemment chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet. Pour vendre 1 million de BlackBerry. On est au milieu d'une prise de contrôle hostile. Le film BlackBerry, réalisé par Matt Johnson avec notamment Jay Baruchel et Glenn Howerton. Si les grandes innovations technologiques du passé, comme ça vous intéresse, j'en profite pour vous rappeler l'existence du site TechTime que j'ai créé. Allons-y, faisons un peu de pub.
TechTime.fr qui permet d'explorer l'histoire des technologies de ces 50 dernières années. Vous y trouverez toutes les dates des grands événements, les produits, les marques qui ont marqué l'histoire de la tech. Avec une nouveauté récente, la possibilité de naviguer par pays. Et puis de nouveaux articles sur les événements récents comme l'arrivée de ChatGPT, etc. Donc tech-time.fr. On va rester au Canada, je vous l'ai dit, avec un événement bourré d'annonces, de réflexions surtout, sur l'innovation technologique, sur le futur qui nous attend. On en parle avec mon invité partenaire de cette semaine. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation d'EDF. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque mois, dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. On va parler d'un événement qui avait lieu il y a quelque temps à Vancouver, au Canada. Ce sont les conférences TED. Vous y étiez. Alors cette année, Julien, évidemment, une conférence TED extrêmement focalisée sur l'intelligence artificielle. Alors c'était vraiment le sujet de l'année, mais j'allais dire c'est un peu le sujet de l'année globalement, hein, même quand on lit les médias, quand on écoute votre podcast Jérôme, on voit bien que l'IA est un sujet absolument clé en ce moment. Et là, c'était évidemment à la TED, c'est-à-dire tous les sujets finalement autour de l'IA qui permettent de se faire une opinion. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les gens sur scène n'étaient pas d'accord ou éclairaient finalement une dimension différente. Et on a eu à la fois la chance d'avoir Greg Brockman, qui est, vous le savez, le cofondateur d'OpenAI, le fameux OpenAI qui est à l'origine du ChatGPT qu'on utilise tous en ce moment avec amusement. Et lui est vraiment venu présenter les évolutions de ChatGPT, en particulier sa capacité à venir s'appuyer sur des services additionnels. Imaginons un ChatGPT qui est capable de s'interconnecter avec The Fork, la fourchette pour réserver les restaurants, ou avec Uber, ou avec tous ces services-là. On imagine bien la puissance décuplée que ça lui permet d'avoir, puisque ça lui permet d'aller, par exemple, réserver une table au restaurant sans avoir besoin d'intervenir. Et là, évidemment, je donne un exemple très grand public et très simple, mais ça peut être des choses beaucoup plus sophistiquées, comme on le sait tous, sur la création d'applications de façon autonome, ou des choses vraiment très nouvelles et très disruptives. Donc lui, il est plutôt venu expliquer que il y a vraiment encore un potentiel très largement sous-estimé de toutes ces applications d'IA générative, en tout cas à travers le dialogue. Il a été ensuite rejoint par Tom Graham qui est un développeur qui a travaillé beaucoup sur le sujet des deepfakes. On se souvient, peut-être que vous vous en souvenez, de ce deepfake de Tom Cruise qui donne l'impression de tenir un discours très bizarre. C'était sur TikTok. Oui, absolument. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était évidemment pas Tom Cruise, c'était une représentation virtuelle, mais très réaliste, très très impressionnante de Tom Cruise. Et lui, il est venu montrer à la fois un aspect extrêmement réjouissant, qui est que la technologie maintenant a fait tellement de progrès qu'elle est en temps réel, c'est-à-dire que on avait sur scène ce Tom Graham qui est en train de nous parler, et sur l'écran juste au-dessus de lui, en temps réel, on avait à la fois son image et sa voix qui avaient pris les traits de quelqu'un d'autre. En l'occurrence du présentateur qui était juste à côté de lui. Et donc c'était absolument frappant de voir que maintenant les deepfakes, c'est pas que du calcul informatique qui prend des jours et des jours ou des heures pour faire une vidéo. Ça peut être fait avec des machines en temps réel, et on imagine le vertige aussi qu'on a tous quand on voit ça, c'est que ça veut dire que maintenant le fake, il peut être en plus fait en temps réel, et donc ça pose évidemment des problématiques énormes en termes de véracité de l'information et de capacité qu'on aura les uns les autres à détecter le vrai du faux. Et ça, c'était vraiment l'espèce de message qui était résumé par Michel Lévy-Provençal d'ailleurs, qui était présent, qui disait finalement, comme disait Victor Hugo, le prodige et le monstre ont les mêmes racines. Et c'est vraiment, je trouve, exactement un très très bon résumé. On a eu également une chercheuse, Karen Baker, qui nous a montré comment l'IA peut être en fait un traducteur dans la nature, et en particulier pour communiquer entre les animaux et les humains. Et ce qui est absolument frappant, c'est qu'aujourd'hui, une IA bien entraînée est capable de comprendre ce qu'un dauphin exprime. Et vraiment, vous savez que les dauphins, par exemple, font partie des animaux qui expriment beaucoup de choses, et de le traduire en paroles humaines. Et inversement, d'avoir une parole humaine traduite en signaux dauphins. Et c'est vrai aujourd'hui pour les dauphins, et ça a été fait également avec des ultrasons pour les chauves-souris. Et donc, elle montrait finalement cette capacité que l'IA va peut-être avoir de rapprocher des espèces qui aujourd'hui avaient beaucoup de mal à communiquer entre elles. C'était absolument fascinant. Puis peut-être un dernier
même s'il y en a eu beaucoup plus, mais un dernier qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est un spécialiste de l'IA qui est venu nous parler de l'IA dans le monde de la défense, et de la défense au sens des armées. Et nous expliquant très simplement et de façon extrêmement convaincante que déjà aujourd'hui, on sait bien que les guerres sont technologiques avant d'être humaines, même si, hélas, on voit en Ukraine que c'est pas tout à fait le cas, mais on a vu que sur les conflits récents qui ont impliqué des pays occidentaux, on était souvent sur des guerres technologiques faites avec des drones, avec des choses comme ça. Lui explique qu'en fait, les guerres qui se préparent à l'avenir sont évidemment des guerres avec de l'IA. C'est-à-dire c'est l'IA qui va piloter les missiles, les chars militaires, que sais-je, tous les outils militaires qui existent. Et que pour cette raison, et au moins pour cette raison, il ne faut surtout pas aujourd'hui freiner le développement de l'IA, parce que freiner le développement d'IA, et certains se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas se mettre en pause, est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, il y a des questions éthiques, il y a des questions de dangerosité, et c'est vrai, tout ça est tout à fait vrai. Mais son postulat était de dire, oui mais si nous on arrête, si nous on met en pause, les autres, alors si on est américain, on peut se dire les forces du mal versus les forces du bien, pour caricaturer, les autres pays en tout cas, eux vont continuer. Et donc, eux vont avoir une avance sur nous. Et s'ils ont une avance sur nous, sur l'IA, ils n'auront pas qu'une avance économique. Ils auront aussi une avance en matière de défense. Et donc, ça peut venir déséquilibrer finalement l'équilibre des forces. Et donc, cette simple raison doit nous conduire à ne surtout pas freiner le développement des IA, quelles que soient par ailleurs les craintes que nous pouvons avoir sur le sujet. C'est assez vertigineux quand on regarde ce sujet sous cet angle-là. Mais ça me semble, hélas, assez vrai. Alors voilà pour l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a une autre thématique évidemment qui a été fortement abordée, c'est la question du climat et de l'innovation technologique au service du climat. Oui, alors il y a eu beaucoup de talks, comme on dit à TED, on appelle ça les TED Talks, donc de talks qui ont été autour de ces sujets-là. Assez peu de choses vraiment nouvelles vues d'Europe, parce qu'on se rend compte que finalement, même si il faut surtout pas les sous-estimer, mais même si les Américains investissent beaucoup sur les climate tech, on voit que culturellement, c'est des sujets qui sont moins largement partagés dans les médias généralistes, etc., qu'en Europe, par exemple. Et donc, beaucoup des choses présentées étaient finalement des choses assez connues, ou en tout cas facile à appréhender pour nous autres Européens qui étions dans la salle, avec tout à fait un élément quand même qui m'a frappé, c'est le retour d'une idée assez frappante finalement quand on y pense, qui est cette idée d'aller produire de l'énergie dans l'espace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, on installerait une énorme ferme solaire dans l'espace, et donc la possibilité d'avoir des panneaux solaires au plus près du soleil évidemment, donc ils viennent capter l'énergie, et on ramène cette électricité, cette énergie sur Terre. Alors là en l'occurrence, il y a eu à une époque des projets où on se dit on va faire un grand câble, comme s'il y avait un grand câble sous-marin, là ce sera un câble air-terre. Cette idée-là a été semble-t-il abandonnée, et désormais on imagine du sans-fil, c'est-à-dire une capacité à envoyer l'énergie de façon sans fil, par ondes électromagnétiques, depuis l'espace vers la Terre. Bon, alors quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui à déjà développer du rechargement sans fil pour un téléphone qui serait à quelques mètres d'une borne, on imagine que quand il faut traverser l'atmosphère, c'est encore un autre sujet. Donc on est très très loin de la réalité technique et la possibilité de ce sujet-là, mais on voit qu'il y a une volonté qui continue d'exister de développer ces idées complètement rupturistes et de présenter finalement leur état d'avancement. Et d'ailleurs, ce n'est pas lié à TED, mais c'était également l'actualité d'hier et qui, moi, m'a beaucoup frappé. Une entreprise qui promet de faire de la fusion, de la production d'électricité nucléaire par fusion, a obtenu un contrat avec Microsoft pour la fourniture de cette électricité en 2027, sachant que les experts s'accordent plutôt à dire que la fusion, si ça arrive un jour, c'est plutôt entre 2050 et 2100. Donc là, on parle de 2027. Et une entreprise comme Microsoft s'est engagée à racheter l'électricité en 2027, avec d'ailleurs, c'est ce communiqué qui le dit, des pénalités financières si la société n'a pas réussi à produire cette électricité. Donc on voit que ces idées un peu folles, un peu lointaines, un peu risquées, elles sont de plus en plus considérées comme crédibles. Je suis pas du tout en train de dire que ça va arriver demain, c'est pas ça mon propos, mais on voit en tout cas un regain finalement de prise de risque sur ces sujets, et c'est intéressant parce qu'on le dit souvent, mais on a besoin encore d'inventer beaucoup de technologies et beaucoup d'innovations pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, donc peut-être que ce sera ça, peut-être pas, on verra. Oui, pardon, je dis 2027, mais en fait la vraie date c'est 2028, c'est-à-dire l'année suivante. Ouais, dans tous les cas, c'est pas mal. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, pour ce débrief de la conférence TED de Vancouver, édition 2023. Allez, troisième interview de la semaine, on va s'intéresser aux réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux souvent montrés du doigt pour leur côté négatif, notamment auprès de la jeunesse. L'addiction, l'appétissement même, on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais les réseaux sociaux et les applis qui utilisent les codes des réseaux sociaux, eh bien, cela peut aussi avoir un aspect positif, on va dire. C'est le cas, on l'espère, de cette innovation que je vous présente tout de suite. Bonjour Théophile Gussia. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Swen, ou Sven, S-W-E-N, une application qui se veut le TikTok de l'actualité pour les jeunes générations. Vous reprenez donc les codes de la fameuse appli TikTok pour diffuser des vidéos d'actualité. C'est bien ça? Exactement, donc Sven, c'est News à l'envers. C'est un agrégateur de news 100% vidéo. L'idée, c'est de proposer à cette jeune génération, donc on va toucher une cible de moins de 30, moins de 35 ans, qui s'informe principalement sur les plateformes sociales, dont TikTok, un écrin d'information qui reprend les codes de ces grandes plateformes. Donc on nous surnomme, et à juste titre, souvent le TikTok de la news, de par notre positionnement 100% vidéo, mais exclusivement avec du contenu de qualité. Donc on agrège aujourd'hui le contenu vidéo de plus de 80 médias partenaires, différentes typologies de médias, à la fois des médias très généralistes qui vont parler de news, on va dire, un petit peu sérieuses, type TF1, 20 minutes, France 24, l'AFP par exemple, et puis des médias que nous on appelle spécifiques sur des verticales, Explore Média sur de la vulgarisation scientifique par exemple, Les Éclaireuses, Mademoiselle ou Simone sur des questions de féminité. Donc c'est essentiellement de la vidéo et des vidéos au format vertical? Exactement, donc cette cible de moins de 30 ans, moins de 35 ans, elle s'informe sur son mobile, sur les plateformes sociales. Elle a l'habitude de consommer des vidéos tout au long de sa journée, que ce soit sur Instagram, TikTok ou ailleurs. L'idée, c'est de leur proposer un écrin qui va reprendre les codes de ces plateformes, mais avec du contenu de qualité. Donc de leur dire, venez sur une plateforme sur laquelle vous allez retrouver les usages finalement de toutes les applications que vous consommez, mais avec du contenu qui va vous informer, qui va vous intéresser et qui va vous faire apprendre quelque chose, plutôt que de scroller infiniment sur TikTok. Ouais. Alors vous avez repris tous les codes de TikTok, mais aussi des réseaux sociaux de manière générale. Donc effectivement, le scroll infini, etc. On peut liker, on peut commenter également. Alors, on a du scroll qui est pas totalement infini. Nous, on a un système de vertical sur l'application. Donc, on va avoir des grandes thématiques. D'accord. On appelle ça des channels. Par exemple, la channel Ça Transpire qui va parler de sport, Ma Planète qui va parler d'écologie, Superwoman de féminité par exemple. Et on va pouvoir naviguer entre ces différentes verticales en swipant. Et quand on est dans une verticale, on scrolle. Et là, à ce moment-là, on va avoir du contenu qui va parler de cette thématique, mais avec plein de médias différents. Alors pour ceux qui sont pas à fond dans ces usages-là, swiper, ça veut dire passer de droite à gauche. Exactement. On est d'accord. Et scroller de haut en bas. Et voilà. Exactement. Et donc on peut interagir. On a un petit peu révolutionné aussi le commentaire. On sait que le commentaire texte sur les plateformes n'a finalement peu d'intérêt et pour les utilisateurs et pour les médias. Donc nous, on a cherché à révolutionner un petit peu ce commentaire et à lui apporter, à lui donner une réelle crédibilité, un réel engagement de la part des utilisateurs. Donc on offre la possibilité aux utilisateurs de réagir en vidéo, de se filmer. Par exemple, je suis sur une vidéo de 20 minutes, j'ai quelque chose à dire, un coup de gueule, un questionnement ou juste une information à rajouter. Je vais pouvoir prendre la parole, j'ai 10 secondes pour me filmer face caméra et je partage cette réaction exclusivement avec ma communauté. Donc exclusivement avec mes amis avec lesquels j'aurais été connecté sur l'application. Ok, parce que les vidéos que l'on peut consulter, ce ne sont pas que des vidéos, ce qu'on appelle de snacking hyper courtes. Ça peut être éventuellement des formats longs. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on a des vidéos qui vont entre 45 secondes jusqu'à 10 minutes. Le temps moyen, grosso modo, il est autour des 3 minutes. Donc, il y a beaucoup du contenu que produisent aussi les médias pour d'autres plateformes qui sont sur Sven. Mais l'idée, c'est d'avoir du contenu qui varie en fonction des médias. Il y a des médias qui vont faire réagir sur de l'actualité chaude et qui vont donc avoir des productions plus courtes, et d'autres qui vont faire du reportage, donc avec des productions un petit peu plus longues, ou de l'interview. Et bien évidemment, là, on est sur du contenu un petit peu plus long. Alors TikTok, on le sait, ce qui le caractérise, c'est la qualité, entre guillemets, ou en tout cas l'efficacité de son algorithme de recommandation. Est-ce que vous avez travaillé également la recommandation ? Ouais, alors on est au début de l'aventure, et on sait que les algos, ça met du temps à se mettre en place. On a deux algorithmes, on va dire, sur l'application. Il y a un premier qui va catégoriser et qui va pousser une verticale plus qu'une autre aux utilisateurs.
Donc ça, cet algo, il est surtout basé sur du déclaratif. Donc quand je crée un compte sur l'application, je vais donner les quelques thématiques qui m'intéressent le plus. Je dis ce qui m'intéresse au départ. Exactement. Donc ça nous permet de pousser à une personne qui aime le sport. La verticale, ça transpire parmi les premières chaînes qui lui sont proposées. Plus, bien évidemment, l'actualité. Quand il y a une verticale qui fait l'actualité sur un jour, bien évidemment, elle est parmi les premières. Une fois qu'on est dans cette verticale, il y a un deuxième algo qui va prendre en compte différentes variables. La première, c'est la fraîcheur de l'actualité. Donc, quelle est la date de publication de cette vidéo? Il y a l'engagement. L'engagement, il se mesure de différentes manières. Le taux de complétion de la vidéo. Est-ce que les utilisateurs ont regardé plus ou moins longtemps ce contenu? Est-ce qu'ils ont réagi? La feature de réaction vidéo dont on parlait tout à l'heure, le like qui est également présent sur l'application. Et puis après, il y a une dernière variable qui est une variable de découverte et de diversité. Donc on va ajouter du scoring à des vidéos et à des médias que l'utilisateur consomme peu. Donc, par exemple, vous êtes sur l'application, on voit que vous consommez tous les médias sauf 20 minutes. Ouais. Dans une verticale, vous êtes dans une thématique dans laquelle 20 minutes à poster du contenu. On va faire remonter le contenu de 20 minutes pour que vous puissiez découvrir ou redécouvrir ce média. C'est-à-dire qu'on reproche souvent aux réseaux sociaux le phénomène de bulle qui enferme toujours dans le même genre de contenu. Vous essayez de casser cette bulle. Exactement, on prend vraiment le contre-pied. L'idée de la mission de Zen, c'est vraiment redonner le pouvoir à la jeune génération de bien s'informer. Donc, de se forger aussi sa propre opinion. Il y a plein de défis qui attendent la génération d'aujourd'hui et de demain. L'idée, c'est qu'ils soient armés et bien armés en matière d'information. Depuis, on va dire 10 ans, les réseaux sociaux ont créé des bulles d'information. Je m'informe exclusivement sur les mêmes thématiques. Je m'informe exclusivement avec les mêmes médias. Non, il y a une richesse en France notamment et partout dans le monde avec différentes typologies de médias qui vont traiter une news potentiellement de manière différente. L'idée, c'est de proposer à l'utilisateur de lui se forger sa propre opinion et que on vient rajouter dans nos algorithmes ce côté découverte, diversité qui fait qu'à un moment donné, l'utilisateur il va être confronté à un contenu qu'il regarde peu, voire pas du tout. Swen, donc on rappelle le nom, Swen ou Sven. Merci beaucoup Théophile Gussia de Swen. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 88e épisode de Monde Numérique l'Hebdo. Merci de l'avoir suivi. Déjà 88 épisodes. Ce podcast lancé en juin 2021. Merci d'être au rendez-vous et d'être surtout de plus en plus nombreux. Vous pouvez retrouver toutes les interviews et tous les épisodes sur le site mondenumérique.info, sur toutes les plateformes de podcast évidemment aussi. N'oubliez pas de noter, de mettre 5 petites étoiles sur les plateformes de podcast et des commentaires. Bien entendu, c'est très appréciable. Je vous en remercie par avance. Vous pourrez écouter dans les épisodes récents de Monde Numérique de nombreuses interviews consacrées à l'intelligence artificielle qui est le gros sujet du moment et je vous prépare pour dans quelques temps d'ailleurs une petite compile de tout ça afin de donner du sens à cette véritable révolution qu'on est en train de vivre. Très bonne semaine, plein de tech, salut.